Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que le vlog vous a plu. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai sorti mon premier vlog, j'ai l'impression d'être Lena Situation, c'est la folie. J'ai sorti mon premier vlog sur ma venue dans le paddock de F4 France à Dijon-Prenois, c'était trop cool à tourner. J'espère que ça vous a plu et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, foncez, foncez après le live de préférence. Mais voilà, en tout cas, moi j'ai adoré tourner ça, faire les petites interviews, filmer tout ça. Ça donnait vraiment un fil rouge à mon week-end, donc j'ai vraiment adoré ça. On va parler de la F4 France, évidemment. Ouais, alors, oui. Sur le tweet que j'ai fait pour annoncer le live, j'ai dit débrief de la France. Non, on va pas débriefer la France, on va pas débriefer la République française, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais du coup, non, on va débriefer la F4 française. Mais surtout avant ça, ce live, c'est surtout une grosse preview, une giga preview, car on a un très 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 gros week-end de sport auto, de monoplace, de formule de promotion qui nous attend, avec, bon, il y a la F1 forcément qui est de retour, la F2, la F3 à Imola, on a la Freca à Spa-Francorchamps, on a l'Eurocup 3 qui débute enfin sa saison au Red Bull Ring. Voilà, on va avoir un super week-end, il y a aussi la GB3 Zandvoort dont on parlera beaucoup plus rapidement. D'ailleurs, j'en profite pour saluer ceux qui sont présents dans le chat ou ceux qui regardent sur YouTube que j'ai croisés à Dijon-Prenois. C'est notamment le cas de Natoun28 que je salue. C'était très très cool de voir certains d'entre vous en vrai, IRL, quoi, de pouvoir échanger. C'était très chouette. Évidemment, oui, évidemment, ouais, Cyclo-Exane. Avant qu'on commence à parler de monoplace, ouais, Johan Zarco, je doute. Alors, évidemment, je n'ai pas regardé le Grand Prix en direct, le Grand Prix moto, parce que j'avais d'autres choses à faire, l'air de rien, à Dijon-Prenois, mais il faut absolument que je me rattrape ce banger-là. Ça avait l'air d'être un Grand Prix absolument exceptionnel, il faut que je trouve le temps pour le regarder. Bon, écoutez, assez parlé. On va passer évidemment au PowerPoint. L'ambiance au Mans était folle, ça avait l'air a priori la plus grande foule jamais vue dans un Grand Prix moto, je crois, 300 000 personnes sur le week-end, c'est gigantesque. Enfin, c'est gigantesque. Pour du sport mécanique, il peut y avoir du monde. Il peut y avoir du monde. Donc, enfin bon. Voilà, on espère toujours le retour d'un Grand Prix de France F1 peut-être un jour, ça serait cool. Percy, t'es pas déçu que ta théorie du Grand Prix Explorer soit tombée à l'eau? Bah malheureusement, forcément, oui, forcément déçu, même si au moment où je l'ai posté, je savais, enfin, on en avait parlé en live il y a un mois à peu près, et là j'y croyais vraiment, mais quand je l'ai reposté sur Twitter, sur TikTok, etc., je savais déjà que c'était plus le cas, et je me suis dit, bon, c'est le dernier moment de faire un petit peu de stats, j'avoue, mais j'y croyais plus trop, j'espérais une bonne surprise, malheureusement il n'y a pas eu de bonne surprise. Non, le Grand Prix Explorer, voilà, qui sera la semaine d'après la finale de la F4 France au Mans. Enfin, quelque part, c'est oui, c'est le plus réaliste, très bien, mais bon, ça fait que surtout, la finale de F4 France, il n'y a toujours aucune solution pour la diffusion, et c'est d'une tristesse sans nom. Alors, même si, on en reparlera, mais pour le moment, il y a peut-être un pilote qui va réussir à plier le championnat avant la finale au Mans, mais quand même, enfin, c'est triste que la finale ne soit pas diffusée pour le moment. Donc bon. Du coup, il y a une explication de pourquoi Le Mans c'est du jeudi au samedi. Bah, pas vraiment, non, toujours pas. Toujours pas. Alors, il y avait des gens en commentaire qui m'avaient dit, mais la F4 France c'est déjà en support du Porsche Sprint Challenge. Oui, mais ça ne change rien. Ça ne change rien à l'affaire. Théoriquement, ils auraient pu faire un gros week-end F4 France plus Porsche Sprint plus Grand Prix Explorers. Ça aurait été possible, mais du coup, ça aurait été très difficile évidemment à faire. Il aurait fallu bien tout caler, etc. Mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis. C'est une super nouvelle pour moi, je vais pouvoir y aller pour 10 € au lieu de 265. C'est vrai que oui, il y aurait peut-être eu un petit souci au niveau des tarifs. Si on avait dû payer 250 € pour assister à la finale de F4 France, on l'aurait peut-être eu tous un petit peu en travers. Donc oui, ça sera accessible facilement. Ça sera accessible très facilement, mais pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer au Mans, pour ceux qui seront à l'autre bout de la France, voilà, ça sera plus compliqué. Moi, en l'occurrence, bah voilà, je serai très probablement sur place au Mans, vu que c'est à 1h30 de chez moi. Mais bah voilà,
Je pense à ceux qui sont de l'autre côté de la France et voilà, c'est plus compliqué, donc bon, dommage. Écoutez, on reparlera de la F4 France en fin de live. Pour le moment, on va parler du week-end qui nous attend. Et il y a du sacré level quand même, donc voilà. F2 et F3 après quasiment un mois d'absence à Imola. L'Africa à Spa, l'Eurocup 3 qui débute au Red Bull Ring. Euh, Fait une demande pour diffuser la finale sur Twitch. Non mais. Mais à la rigueur, enfin, pour commenter le live timing, vous avez vu, hein, j'ai réussi à me débrouiller. Hein. J'ai réussi à me débrouiller sur la course 1 qui n'était pas diffusée samedi matin. J'ai réussi à me débrouiller pour commenter un live timing. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Mais par contre, c'est pas moi qui vais mettre en place des caméras à chaque virage du circuit. Je veux bien avoir plusieurs métiers en même temps, mais c'est pas possible. Mais commenter un live timing, ça je peux le faire. Salut Yed, salut à ceux qui rejoignent dans le chat. Hâte qu'on parle du zombie Famularo. Waouh. Ouais, il y a des pilotes revenant en Eurocup 3, des noms qu'on n'avait pas entendu parler depuis très 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 longtemps. Bon, écoutez, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet avec la F2 et la F3, une petite page F1 forcément, puisqu'il y a eu un gros changement très attendu évidemment. En Formule 1, Franco Colapinto remplace Jack Doohan. Bon, ça évidemment on s'y attendait, mais du coup ça sera son premier Grand Prix cette année, son premier Grand Prix avec Alpine après les 9 Grands Prix qu'il a fait l'an passé avec Williams. Le souci, donc jusqu'ici personne n'est surpris, hein, quand Colapinto a été annoncé réserviste chez Alpine, on savait tous que ça allait arriver. Ça arrive donc pour l'arrivée en Europe. La particularité, c'est que le contrat n'est que de 5 courses. Et ça a été, c'est pas une rumeur, c'est pas un truc en soum-soum et tout machin, comme pour Douane, il y avait eu des rumeurs, ah il a 5 courses, etc. Là, ça a vraiment été annoncé comme tel. Colapinto a un contrat pour les 5 prochaines courses. Super, c'est bien, hein, une entrée sereine, enfin, voilà. Lui aussi, il va avoir de la pression. Jack Doohan va pas être le seul à avoir quelques grands prix pour prouver sa valeur. Il aura son numéro 43 pour Imola, oui, non, il n'y aura pas de souci sur ça. Il avait choisi son numéro permanent en F1 quand il est arrivé pour remplacer Sargent en cours de saison, donc il va reprendre le 43. Pour le remplacer, si jamais il flop, on peut penser à Aaron ou Perez. Alors, je vois pas Perez arriver comme ça en cours de saison. Et en fait, il semblerait, mais malheureusement là, on est obligé de prendre du conditionnel puisque moi, par exemple, j'ai pas eu accès à la feuille des temps. Euh, Évidemment, Alpine a organisé plusieurs tests privés depuis même l'hiver dernier, en fait, entre Pierre Gasly, Jack Doohan, Franco Colapinto, mais aussi Paul Aron. Et a priori, sur les tests les plus récents, il semblerait que Paul Aron ait battu Colapinto. Et donc, ça pourrait expliquer cette courte durée de contrat pour Colapinto. Il doit prouver sa valeur. Et s'il fait pas mieux que Doohan, ça va, voilà, peut-être que ça ne va pas durer. Même si j'ai beaucoup de mal à voir Colapinto partir en cours d'année, étant donné qu'il y a tellement de sponsors, tellement de marketing. Colapinto, c'est devenu une personnalité. Hein. C'est devenu une personnalité, c'est pas Douane, c'est pas. Je suis méchant, mais c'est pas un PNJ qu'on peut remplacer comme ça. Voilà, Colapinto amène beaucoup plus que ça. Donc j'ai du mal à le voir se faire dégager au bout de 5 Grands Prix pour mettre un Paul Aron, qui est certes un très très bon pilote, très rapide, qui pourrait peut-être mériter sa place en F1. Et en plus, bon point soulevé par Tom 529, Hawks est parti en plus. Hawks c'était l'ancien chef d'Hitech, ancien chef d'Alpine qui est parti après des affaires judiciaires compliquées avec sa famille, avec les Mazepin, etc. Donc bon, c'est assez sombre. C'était quand même son soutien principal vu que Paul Aron était un pilote high-tech et avait rejoint Alpine quasiment, enfin juste après Oliver Hawks. Là, il y a Hawks qui est parti. On va voir. On va voir ce que ça va donner. Et sinon, je suis complètement d'accord avec Nitrin. Nitrin, c'est difficile de soutenir Colapinto quand on voit ses fans, c'est vrai. Mais il faut essayer de séparer l'homme de l'artiste. Il faut séparer le pilote de ses fans. Et c'est compliqué, je sais. Moi-même, j'ai beaucoup de mal à soutenir les pilotes sud-américains. Et pourtant, bah, l'Amérique du Sud, enfin tous les pilotes d'Amérique du Sud
c'est des nationalités un petit peu atypiques. Voilà, vous savez à quel point j'apprécie ça. Colapinto, Bortoleto, enfin l'Argentine, le Brésil, c'est des pays qui ont une énorme histoire en sport auto. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui fait que je pourrais aimer ces pilotes. Mais voilà, les fans sont absolument insupportables. Il suffit de voir les commentaires que je fais quand je parle de Bortoleto ou de Colapinto, où je vais justement dans le sens où je les défends sur Twitter, où je défends ces pilotes-là, et globalement, les réponses des Sud-Américains en commentaire, c'est de dire ah, Adjar finito, enfin je sais pas, ou alors euh, enfin je sais pas ils restent complètement focalisés sur autre chose, alors que je vais dans leur sens, donc bon, ça rend les choses assez insupportables, je suis d'accord. Euh, alors non, c'est pas un racisme anti-hispanique dont les fans sud-américains sur Twitter se plaignent, c'est un racisme anti-latino. Gros racisme en France. Ouais. Bon. Et puis bon, les Argentins se plaignent de racistes, bon, voilà, l'hôpital, la charité, tout ça, tout ça. Hein. Bon, en dehors de ça, voilà, pour revenir un peu plus sur le sujet sportif, ça date depuis la Coupe du Monde? Oh non, ça date même avant, hein, ça date bien avant. Euh, mais ça, c'est peut-être exacerbé depuis la Coupe du Monde, oui. Franco Colapinto, il a quand même gagné en F3 et en F2 à Imola. Imola, c'est un des circuits qu'il préfère. Ça va être une grosse différence par rapport à Jack Doohan. Colapinto, il va arriver sur des circuits qu'il connaît, qu'il maîtrise, alors que Doohan, il devait découvrir Miami, Melbourne, il y avait très peu roulé, Jeddah, il y avait peu roulé, je crois, une seule fois, non, peut-être deux fois. Il y avait Shanghai qu'il découvrait aussi. Là, ça va être que des circuits en Europe, que des circuits où Colapinto a déjà roulé deux, trois fois au moins déjà dans sa carrière. Et voilà, moi, la question que je me pose, c'est à quel point Briatore peut vraiment péter un câble et potentiellement virer Colapinto pour mettre un Aaron, pour mettre un autre pilote, je sais pas. Je trouve pas ça réaliste. Je trouve pas ça réaliste au vu de tous les enjeux financiers qu'il y a derrière Colapinto, euh, qui n'est pas un. Alors, c'est un pilote payant, mais de toute façon, il y a beaucoup de pilotes payants en Formule 1, mais c'est pas un pilote qui n'est défini que par son budget. Voilà, il a fait de très très belles performances en Grand Prix avec Williams, donc voilà. Non mais ça m'énerve. Mais Colapinto, c'est vraiment un pilote que j'appréciais et depuis qu'il est en F1, bah c'est de plus en plus dur de l'apprécier à cause de ses fans principalement, même s'il a eu quelques propos un petit peu limites, c'est que sa communication justement, il avait une communication très rafraîchissante en F3, en F2, un peu comme Isaac Hadjar. Euh, et je pense que depuis qu'il est en F1, les médias continuent, je sais pas, de lui tendre des perches pour un petit peu qu'il sorte des propos un peu chocs et il tombe dedans à pieds joints alors que Isaac arrive à prendre la bonne distance par rapport à ça et à garder sa fraîcheur et son naturel qu'il avait déjà depuis longtemps. Voilà. Attends, quoi? Waouh, wow, la comparaison entre Colapinto et Preston Lambert, je l'avais pas vu venir. Hein. Mais alors oui, c'est vrai, de base, il avait très très peu de budget, hein, Colapinto. Hein. Il a fait appel à du financement participatif, hein, du crowdfunding pour faire sa saison de F3. Euh, bon, c'est voilà, mais les performances aidant, toute l'exposition qu'il a eu lui ont permis de débloquer beaucoup de sponsors en Amérique du Sud. Et oui, voilà, il a des propos qui ont été vraiment extrêmement limites, voilà, sur l'Uruguay, sur voilà, bon. Colapinto, c'est un Ismail Kojaev 2.0. Au moins, au moins. Bon, écoutez, donc voilà, affaire à suivre. Il a 5 grands prix pour prouver sa valeur. Voilà. Est-ce qu'il peut être viré? Pour moi, je ne pense pas. Pour moi, il fera toute la saison. Hormis grosse surprise, puisque Aaron, certes, il a quelques soutiens financiers, mais c'est pas du tout des soutiens financiers qui sont comparables à ceux de Colapinto. Et puis, l'Estonie, c'est très sympa, une nationalité atypique, etc. Mais le marché estonien est un petit peu plus limité que le marché argentin. Vous me l'accorderez quand même, je pense. Euh, ah bah, bon alors, sans trop de transition, je suis un petit peu loupé sur mes slides, je pense. Oui, Aaron, il est pas si riche, il a juste l'entreprise de Papa qui aide. Bah oui, oui, globalement c'est ça. Hein, c'est pas.
Voilà, il n'a pas tous les arguments financiers de Colapinto. Est-ce que la FIA autorisera Alpine à jouer aux chaises musicales avec leur deuxième baquet pendant toute la saison? Normalement oui, parce que tout simplement, enfin alors, pas toute la saison, va y avoir une limite parce que normalement, hormis cas exceptionnel, dérogation exceptionnelle de la part de la FIA, on peut avoir une équipe de F1 ne peut aligner que 4 pilotes sur une saison entière. Donc si par exemple on dit que Colapinto est viré et remplacé par Paul Aron après 5 Grands Prix, bah Paul Aron il fera tout le reste de la saison. À moins qu'il se blesse, ou là je pense que voilà, on pourra trouver des solutions. On rappelle d'ailleurs que dans le même temps, Jack Doohan est toujours réserviste de l'équipe. Voilà, voilà, je comprends pas trop l'idée, je pense que ça doit être des clauses de contrat, etc. Je ne vois pas du tout Doohan revenir un jour en F1, malheureusement pour lui, sa chance est passée. Alpine a tout fait pour détruire la seule chance qu'il avait, je ne le vois pas. Tu penses qu'ils vont faire rouler Mini en FP1? Ouais, je pense. Je pense, alors, pas ce week-end par exemple, puisque c'est important d'avoir du roulage à Imola. Imola, c'est l'un des circuits européens les moins connus de la part des pilotes. De la part pour les pilotes, il y a des tests qui sont assez limités. Il y a en raison de restrictions liées au bruit notamment. Voilà, donc voilà, va pas y avoir, même si c'est pas un week-end sprint, va pas y avoir de séance d'essai libre pour les rookies normalement en Formule 1. Mais en fin de saison, moi je vois carrément Gabriel Emini faire des FP1. Flavio Briatore en parle parfois de Gabriel Emini, même si pour le moment je pense que Paul Aron est devant lui dans la hiérarchie. Dans la hiérarchie des rookies, c'est Paul Aron qui serait devant Mini. Voilà. L'une des infos de la semaine, c'est que, sans surprise, la course de F1 Academy est reprogrammée. La course de F1 Academy qui avait été annulée à Miami à cause de la pluie sera reprogrammée à Montréal. Donc il y aura 3 courses en support du Grand Prix du Canada. Ça rejoint ce qu'on avait déjà eu l'an passé, je pense. Euh, voilà, les courses de F1 Academy sont reprogrammables, tout comme des courses de F4 britanniques, tout comme des courses de GB3. C'est des choses qu'on voit partout dans tous les championnats de monoplace, sauf en Formule 2. En Formule 2, on annule des courses et elles ne sont jamais rattrapées. C'est une gigantesque honte. Voilà. Je sais pas trop quoi dire. Hein. Je sais pas trop quoi dire. Voilà, c'est juste. C'est totalement normal pour la F1 Academy, c'est totalement logique, mais la F2 passe pour une bande d'amateurs, une bande de clowns, et voilà, ça m'embête, ça m'embête. Pour Kouchmaini, je pense, attendez, Kouchmaini, je ne pense pas qu'il ait le droit de rouler en FP1. Hein. Kouchmaini, il faut avoir 25 points de super licence normalement pour rouler en FP1, et Kouchmaini en a 0. C'est pas une blague, il en a 0. Il a souvent il a des places d'honneur en F2, en F3, mais il a 0 points de super licence, donc ça va être compliqué de le faire rouler en FP1, mon concitoyen indien. Voilà, donc il n'a pas les points de super licence en effet. Voilà, pour la F2, ça se passe de commentaires. Je suis pas surpris, je m'attendais à ce que la course de F1 Academy soit reprogrammée, puisque ça avait déjà été le cas l'an passé, mais voilà, je trouve ça fou que ça soit aussi accepté. En plus, une course principale de F2 ou. Bref, bref. Allez, on passe cette fois à la Formule 2. À la Formule 2, pour être très honnête, j'avais complètement oublié ce classement. En fait, enfin voilà, ces dernières semaines, on a eu de la Freca, on a eu de la F4 France, etc. Ouais, l'histoire sur Hawk, justement, on va en reparler quand on reparlera de high-tech. Oui, la high-tech est bien sur place. High-tech est bien sur place, donc les voitures ne sont pas saisies, on va en reparler. Attendez. Attendez. Ouais. Bon. Attendez, je vais changer l'ordre de diapo pour que ça soit plus simple. Hop, voilà. Hop, vous avez rien vu. Clac, clac, clac. Bon. Euh, j'ai redécouvert le classement de la F2, puisque l'air de rien, on n'avait pas vu. La dernière manche de F2 était il y a presque un mois à Jeddah. Et j'ai redécouvert ce classement. Je me suis dit. Je me suis dit comme Francis Fromage, aucune hype la F2 cette saison. Richard Verschoor en tête du championnat, puis même une petite marge, 12 points. Donc le gars qui en est à sa 5e saison, qui a commencé la F2 en même temps que Oscar Piastri et Théo Pourchaire,
qui est en tête du championnat. Et ouais. Et en fait, le truc, souvent, quelque chose qui peut nous aider à avoir de la hype, c'est de voir quel pilote pourrait entrer en F1. Ça, mais les places vont être vraiment limitées en 2026. Va pas y avoir beaucoup de sièges libres. Il y en a deux chez Cadillac, il y en a un chez Red Bull. Hormis, voilà, est-ce que Max Verstappen peut partir et dans ce cas faire voilà, tout chambouler au niveau du marché des transferts? Pourquoi pas, mais je l'imagine quand même rester en 2026 pour la nouvelle réglementation, je ne sais pas encore. Euh, mais voilà, en fait, les autres sièges, peut-être le deuxième siège Alpine, mais sinon, tous les autres sièges ont l'air assez verrouillés pour le moment. Et donc, parmi tous les pilotes qui sont là, ben on se dit, en dehors des pilotes Red Bull, il n'y a pas beaucoup de pilotes qui pourraient prétendre à la F1 en 2026. Donc voilà, il n'y a pas de hype. Il n'y a pas de hype sur la saison de Formule 2, et puis on ajoute à ça des clowneries comme la course principale de Melbourne qui est purement et simplement annulée. Ça fait que c'est difficile. C'est difficile d'être vraiment hypé par ce championnat de Formule 2. Maintenant, on va quand même entrer dans un triple header, Imola, Monaco, Barcelone. On va entrer dans un rythme, etc. Je pense que ça va revenir. Mais là, on a eu un mois de pause, et c'est dur de s'y replonger. Ouais, même avant, oui, avant le début de saison, je suis d'accord avec FCB Nova 7, même avant le début de saison, la grille ne faisait pas rêver, hormis deux trois noms. Mais bon, voilà. Donc on a Richard Verchon en tête du championnat devant Pepe Marty, redoublant pilote Red Bull, possiblement lui un prétendant à la Formule 1. Fornaroli qui est actuellement le meilleur rookie, toujours sans victoire, mais quand même troisième du championnat, devant Alex Dunn, révélation quand même de ce début de saison, je pense on peut le dire, le pilote irlandais déjà vainqueur à Bahreïn. On a ensuite un duo de pilotes Williams, Luke Browning et Victor Martins. On a ensuite Arvid Lindblad qui a décroché sa première victoire et qui est devenu le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Formule 2, juste devant notre Français Théo Pourchaire. On a ensuite Jack Crawford, Dino Beganovic, Gabriel Emini, des points à toutes les courses, mais bon, voilà, on l'attendait je pense un peu plus haut. On a ensuite Joshua Dürksen, Stanek, Goethe, Villagomez, Montoya, Maini, et hors des points, Rito Momiata qui n'a toujours pas marqué un seul point. Ce qui met aussi en perspective quand même ce que fait à côté son coéquipier Victor Martins, Cordil, Sami Mektounif, notre deuxième français qui n'a pas encore marqué de points en F2, Shields, Bennett et Esterson qui sont les 22 pilotes à avoir marqué des points, qui sont les 22 pilotes engagés ce week-end à Imola, pardon. Beganovic, comment il est encore chez Ferrari? Je sais pas. Je, je sais pas trop pour être honnête, puisque surtout que Berman par exemple il est un an plus jeune que lui. Beganovic, après, son début de saison est pas mauvais, mais voilà, pour le moment, il est vraiment un cran derrière Browning. Ouais, Bahreïn, c'était pas mal. Euh, mais je pense que voilà, c'est exactement ça. Il faut un rookie pour les FP1, pour les séances d'essai libres, et que de toute façon, il n'y a aucun monde enfin, voilà, hormis d'une énorme explosion en F2, j'ai du mal à voir Beganovic arriver un jour en F1, sachant que devant lui, il y a Oli Berman, et derrière lui, il y a Raphaël Camara qui atomise la Formule 3, et Tuka Taponen, qui est aussi un énorme talent. Donc j'ai du mal à voir comment Beganovic va se placer. Mais donc oui, pour l'instant, les séances d'essai libre 1, c'est pour lui. Et puis malheureusement, je suis d'accord avec Homero, Mini, il déçoit tous les ans. Oui, ça me fait mal, c'est un pilote que j'adore, mais bon, il n'y a eu que 3 manches, on verra ce que ça donne, notamment à domicile à Imola. Mais à chaque fois, on le voit parmi les favoris au titre. Je le voyais vraiment parmi les favoris au titre. Pour le moment, début de saison assez compliqué. L'une des infos, puisque je vois Batchi28 qui me demande ça, est-ce qu'elles sont à Imola, les high-tech? Oui, les high-tech sont bien arrivés sur place dans des camions blancs. Genre dans des camions où il n'y avait aucun autocollant high-tech. Genre, ça sent le truc pas du tout louche, quoi. Genre, c'est pas du tout. Ils ont pas tenté de le cacher et de sortir du Moyen-Orient comme ça. Non, non, pas du tout. Bon, Hightech est bien arrivé sur place. On a vraiment des images de confirmation de gens qui sont dans le paddock.
Donc c'est un petit sursis, il n'y a pas de souci a priori pour ce week-end au niveau de l'organisation, ça va bien se faire. La question c'est plus pour le moyen terme en fait, moyen long terme. L'avenir de Hightech c'est vraiment beaucoup assombri avec toute cette affaire Hawks, avec William Hawks, le frère d'Oliver Hawks qui est arrêté, Oliver Hawks qui démissionne alors que globalement le projet c'était que Hightech grignote petit à petit Alpine et place ses pions, etc. Bon, visiblement, voilà, ça a du plomb dans l'aile. On rappelle que Hightech a des liens très très forts avec les Mazepin, hein, qui avaient acheté qui était actionnaire majoritaire, je crois, de 2016 jusqu'à 2022. Et à partir de quand la guerre a éclaté en Ukraine, évidemment, avec toutes les sanctions internationales contre la famille Mazepin, contre les grandes familles russes, on va dire, euh, Mazepin a dû se retirer du capital d'Hightech officiellement, et Oliver Hawks a racheté 100% de Hightech. Mais visiblement, il y avait toujours Mazepin dans l'histoire, et donc c'est là c'est là qu'il y a souci. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner à l'avenir? Il va, enfin, à moins que la situation se débloque, j'ai du mal à voir comment, et on n'a pas tous les tenants et aboutissants de cette affaire. Euh, je j'ai du mal à voir Hightech encore continuer très longtemps avec personne pour commander, pour diriger le bateau. Donc voilà, est-ce qu'il y a un repreneur qui pourrait arriver? Moi, forcément, il y a deux noms qui me viennent en tête. C'est forcément Cadillac qui a déjà maintes et maintes fois exprimé son souhait, enfin plutôt Andretti, qui a maintes et maintes fois exprimé son souhait d'entrer en F2, F3 pour avoir vraiment une sorte de junior team et de propulser ses pépites en Formule 1, ou alors tout simplement Toyota. Toyota qui a déjà un partenariat très 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 avancé avec Hightech, notamment sur la formation de jeunes pilotes, même si Ritomo Miyata, jeune pilote Toyota, est cette année chez ART, il y a un partenariat Toyota Hightech, même un partenariat Toyota Hightech Alpine, puisqu'on rappelle que Ryo Hirakawa a aussi testé avec Alpine. Voilà. Toyota, enfin depuis plusieurs années, Toyota avance tous ses pions en monoplace, en F1, en monoplace européenne, sans qu'on sache vraiment vers où ça va. Et bah là, il peut y avoir peut-être une opportunité fantastique pour Toyota. Il peut y avoir une opportunité vraiment d'avoir un junior team. Donc bon, pourquoi pas Toyota, alors je sais pas, vous l'appelez comme vous voulez, Toms ou TGR ou je sais pas quoi, Toyota Gaizo Racing, je sais pas, mais et ça peut, et c'est pas obligé que ça ne soit que des pilotes japonais. On rappelle que parmi les jeunes pilotes de Toyota, il y a Esteban Masson, pilote français. Voilà. Il y a peut-être un monde où l'année prochaine, on a Toyota en Formule 2 et Esteban Masson qui claque le titre. Le gars qui s'avance pas du tout. Non mais voilà, beaucoup d'incertitudes en tout cas autour de Hightech. Ce week-end, ça va bien se passer a priori. Et on verra ce que ça donne. A priori, il y aura un changement de logo. Voilà, est-ce que ça veut dire que, enfin, je sais pas. On fait des suppositions là. Malheureusement, on n'a pas beaucoup plus, on n'a pas beaucoup d'informations concrètes et solides. Mais a priori, changement de logo à venir pour Hightech. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas forcément. Bon, pour reparler du sportif, Toyota Gazoo F2 Racing Team sponsored by Hightech Pulse 8 Grand Prix. Bah, je sais pas si le nom Hightech peut continuer en fait, hein, mais bon, on verra. Moi, très honnêtement, dans cette saison de F2, l'un des seuls duels pour moi qui compte, voire même le seul duel qui compte pour moi, c'est le duel entre les pilotes Campos, Arvid Lindblad, enfin plutôt Pepe Marty à gauche et Arvid Lindblad à droite, parce que c'est deux pilotes qui potentiellement en lutte pour une place en Formule 1. Évidemment, Red Bull et Helmut Marko parlent partout d'Arvid Lindblad, encore 17 ans, il n'est pas encore majeur, mais voilà, c'est censé être la future pépite de Red Bull. Pour le moment, il est derrière au classement par rapport à son coéquipier, Pepe Marty. Visiblement, en fin d'année, voire même en cours d'année, il y aura une place libre chez Red Bull. Liam Lawson se fait dominer par Isaac Hadjar. Isaac Hadjar donne satisfaction.
Yuki Tsunoda, pour le moment, se débrouille plutôt pas mal sur la deuxième Red Bull. Bon, Max Verstappen, c'est lui qui décide. Mais visiblement, voilà, cette deuxième V-Carb, elle est... Je pense pas qu'elle appartiendra à Lawson pour toute la vie. Voilà. Donc il y a a priori une place pour un jeune pilote Red Bull. Et ça peut être voilà, l'occasion pour Arvid Lindblad ou Pepe Marti qui est deuxième du classement, qui a fait un très bon début de saison. Mais voilà, maintenant il y a Arvid Lindblad qui a l'air de s'être réveillé. Après un début de saison vraiment timide où il était dominé. Voilà, si Arvid Lindblad vraiment commence à confirmer et à prendre le dessus, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. On rappelle aussi un détail, Arvid Lindblad a sa super licence, Pepe Martin n'a pas encore les 40 points pour, et il doit avoir un top 4, top 5, donc il y a une pression de résultat sur Pepe Martin que Arvid Lindblad n'a pas forcément. Lui, il peut faire une Antonelli et se contenter de coups d'éclat et montrer, voilà, montrer son talent, montrer sa vitesse pure. Pepe Martin, lui, il a forcément besoin de résultats en plus de coups d'éclat, de montrer qu'il mérite sa place en F1. Voilà. Crawford, il a une chance si jamais Herta continue à flop en IndyCar et n'obtient pas la super licence. Oui, oui. Alors, visiblement, d'ailleurs, selon les dernières rumeurs, Colton Herta chez Cadillac en F1, ça commence à sentir le roussi. Au-delà des questions de super licence, visiblement, ça a plus l'air d'être la priorité pour 2026 en tout cas. Il était excellent, Marty, avant la F3. Alors, je dirais pas forcément excellent. Je dirais pas forcément excellent. Je crois qu'il a été vice-champion de F4 espagnol. Il a été vice-champion de Formule régionale asiatique en 2022. Dans une... Bah, c'était un championnat hivernal, c'était une saison assez particulière. Mais il avait été devant Isaac Hadjar. Les deux avaient été battus par Arthur Leclerc. Bon, voilà, c'était particulier. C'était particulier. C'est pas tant un pilote qui a eu les résultats bruts les plus impressionnants. Voilà. S'il vous plaît, donnez un siège à Palou. Alors, oui. Oui, pour Alex Palau. Moi, je dis Alex Palau. Mais Alex Palou, ce serait très intéressant. Hein. Ce serait très intéressant, vu comment il atomise l'IndyCar depuis pas mal de temps désormais. C'est le seul pilote IndyCar pour lequel je pourrais être hypé, hein, pour être parfaitement honnête. Ou alors vous me ramenez un Simon Pagenaud ou un Sébastien Bourdet. Mais non, c'est le seul pilote pour lequel je pourrais être hypé. Miles Rowe, il est jeune hein, encore. Hein. Enfin, il a encore beaucoup de choses à prouver. Il doit pas du tout avoir ses super licences lui non plus. Hein. Mais c'est sûr que pour voilà, l'aspect communication, etc., ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. C'est un pilote très prometteur. Mais voilà, il a encore beaucoup de choses à prouver, Miles Rowe. Donc voilà, à suivre voilà, ce duel Lindblad-Marty. Je rebondis aussi sur un commentaire, je crois que ça parlait du duel Martins-Browning. Pour moi, c'est pas censé être un duel. Et c'est la position la position dans laquelle est Victor est assez compliquée. Attendez, je crois que c'est la prochaine diapo. Martin, c'est dans sa 3e année. Et le fait d'être dans les mêmes eaux que Browning, voilà, pour moi, ça peut pas être un duel. Et en plus, ils sont dans des équipes différentes. Donc, voilà, pour moi, c'est pas forcément un duel très intéressant. Le duel Martins-Browning, il existe. Mais il existera surtout lors de tests F1. Que ce soit lors des FP1 ou plutôt surtout lors des tests privés où on n'a pas forcément, nous, toutes les informations. On n'a pas forcément tous les programmes, tous les paramètres, etc. En F2, évidemment, on préfère que Martin soit devant Browning, mais c'est des contextes différents, des expériences différentes, des équipes différentes. Donc voilà, mais évidemment, dans un monde idéal, il faudrait que Victor Martins soit champion, évidemment. Sur sa 3e année, c'est même assez... je vais pas dire impératif, puisque voilà, par exemple pour Drugovich et pour Cher, ça n'a changé absolument rien au fait qu'ils à leur chance de F1, le fait d'être champion, mais voilà, ce serait quand même une bonne condition à remplir, même si il n'a pas toutes les cartes en main pour être champion, je pense. Trident est vraiment en galère sur ce début de saison. Alors oui, bah du coup voilà, on a parlé de notre premier français Victor Martins, on a notre deuxième français Sami Mektounif, plus en difficulté, c'est sûr. Au-delà des performances de Sami,
que moi je trouve franchement pas dégueu. Notamment en qualification, franchement, il y a je crois bah, déjà la dernière qualification à Jeddah c'était pas mal. Non, je crois surtout Bahreïn. Surtout Bahreïn, j'avais bien aimé. Mais le truc, c'est qu'en course, la Trident, elle est pas là. La Trident, elle est pas là et il perd des places. Il perd des places surtout en deuxième moitié de course. Et voilà, il a pas vraiment, il a pas le rythme pour aller chercher des points. Donc voilà, pour le moment, il est 19e. Bahreïn, il avait fait P7 en qualif. Voilà, oui, voilà. Voilà, il avait fait P7 en qualif. Et justement, voilà, il partait quatrième en course à grille inversée. Voilà, mais voilà, tout simplement, il n'y avait pas le rythme pour garder cette position-là et ça a fini hors des points, quoi. Maintenant, il retrouve le circuit d'Imola, l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari Imola, Made in Italy dell'Emilia Romagna. C'est là où il avait eu la plus belle performance. Non, je dirais pas la plus belle performance de sa carrière, puisque depuis il y a eu Monza qui était pour moi plus impressionnant. Mais voilà, il avait été exceptionnel en F3 à Imola l'an passé où il s'était imposé, même si petit astérisque, il aurait dû finir plutôt deuxième sans une petite coupure transmission, une coupure moteur de la part de Leonardo Fornaroli, qui avait perdu une victoire ce jour-là au profit de Mektounif. Donc voilà, c'est un circuit où il a de très très bons souvenirs. Voilà, maintenant Trident en F2, j'ai du mal à être optimiste. Voilà, on espère que voilà, il aura. En vrai, Imola, c'est un circuit difficile à dépasser. Donc, s'il arrive à vraiment bien se qualifier, peut-être qu'il peut garder sa position. À Bahreïn, tu peux plus facilement doubler, c'est sûr. Mais ouais, c'est compliqué. Et voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs de Samy, je pense. Contrairement à voilà, la F3 où parfois il y avait des crashs, ou parfois il y avait ce genre de choses en Freca. Là, pour le moment, j'ai du mal à lui jeter la pierre. Voilà. Et voilà, pour revenir sur Victor Martins, il y a un début de dynamique positive qui s'est peut-être enclenché à Bahreïn et Jeddah avec un premier podium, etc. Évidemment, on espère beaucoup plus, mais il n'a pas toutes les cartes en main. Je pense qu'à l'heure actuelle, ART a comblé une bonne partie de son retard qu'ils avaient au début de la nouvelle réglementation de F2 qui est apparue début 2024. Mais il y a encore des choses, il y a encore des choses à améliorer. Parce que pour le moment, voilà, l'Invicta qu'on voit en arrière-plan, celle de Leonardo Fornaroli et Roman Stanek, elle est plus rapide. Enfin voilà, elle est plus au point et les deux voitures sont constamment au rendez-vous. Alors que Martins, il a l'air de surperformer quand on voit les performances, je ne vais pas dire cataclysmiques, mais on va dire voilà, extrêmement délicates de son coéquipier Ritomo Miyata, qui est quand même un gars qui est champion de Super Formula, Super GT, qui en est à sa deuxième saison de F2. Voilà. Donc voilà, Martins fait un bon début de saison. Ça aurait pu être même encore plus impressionnant si on avait eu la course principale de Melbourne, où il était censé partir en pole position. Mais voilà, il faut continuer comme ça, il faut enchaîner. En qualification, il fait toujours top 3 depuis fin 2024. C'est excellent, il faut continuer comme ça. Et voilà, au bout d'un moment, il va y avoir une victoire. Même si ça commence à dater. D'ailleurs, quand était la dernière victoire de Victor Martins, j'ai l'impression vraiment que ça. J'ai l'impression que ça commence vraiment à remonter. Puisque, attendez, oui, il y a bien eu des victoires quand même en 2024. J'ai un doute là. Si, il y a eu une victoire en course sprint à Barcelone. Purée. Et la dernière victoire en... Purée, il n'y a que 2 victoires pour Victor Martins en F2. Oh là là. Bon, alors, pas mal de pole position. Ah, il y avait eu 3... Il y a 4 pôles. 5 pôles, pardon. 5 pole position, mais que 2 victoires. Ah, purée. Ouais. Ah bah purée, j'aurais pas cru. Ouais, mais c'est ça, hein, Sprint Espagne 2024 et Feature Race Silverstone 2023. Putain, je pensais qu'il y en avait d'autres, que c'était beaucoup plus irrégulier, que par exemple, bah, en 2023, qu'il avait été plus irrégulier qu'un Théo Pourchaire, mais qu'il y avait eu plus de hauts du coup. Mais du coup, non, en fait, il n'y a eu qu'une seule victoire. Écoutez, c'est marrant que, enfin voilà, parce que là, je revois les résultats, vous voyez. Attendez, je peux peut-être vous montrer ça aussi. Je vous montre ça à l'écran, mais voilà.
Victor Martins. Donc il y avait pas mal de podiums. Il y a eu un gros passage à vide début 2023. Et puis ensuite, 3-3-2, pole position, mais 9. Il a dû se faire avoir sur la stratégie où il y a une pénalité, je me rappelle plus trop. La victoire à Silverstone, qui est du coup sa seule victoire en course principale. Ça me paraît aberrant qu'en plus de 2 ans, il n'y ait qu'une seule victoire en course principale de Victor. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou et j'espère que bah il va vite, il va vite changer ça sur le triple header qui s'annonce. Hein, voilà, Imola, Barcelone, Monaco, Imola, Monaco, Barcelone plutôt. Il y a quand même du potentiel pour faire de belles choses. Donc on verra ce que ça donne. Bon, on passe à la Formule 3. Et là, la Formule 3, il y a plus de raisons d'être hypé. Il y a plus de raisons d'être hypé puisque tout simplement, il y a une très très belle génération qui arrive. Même si, pour le moment, la F3 est un petit peu à sens unique, vu que Raphaël Camara est en tête du championnat assez largement, voire même extrêmement largement. 26 points d'avance au championnat après 2 week-ends, c'est tout simplement stratosphérique, c'est encore plus impressionnant en voyant qu'il n'a marqué aucun point lors de course sprint. La course sprint à Melbourne, il s'était fait cracher par Wharton, et la course sprint à Bahreïn, il avait calé et il était reparti dernier et il a fini quand même 12e. Et voilà, le reste, Melbourne, Bahreïn, voilà, il a tout simplement volé, pole position, victoire, meilleur tour, la spéciale. Donc il a 26 points d'avance sur Tim Tramnitz, très régulier. On a ensuite Callum Voisin, Noah Stromsten, Nicolas Tsolov, Stensorn, Taponen, notre premier français Théophinael qui pointe à la 8e place du championnat avec 19 points. On a ensuite Nikita Bedrin, Tassana Polin Trapoufassak, Santiago Ramos, Freddy Slater. On rappelle que Bedrin et Slater ne roulent pas ce week-end. Bilinski, Wurtz, notre deuxième français Alessandro Giusti, 15e avec 10 points, qui a débloqué son compteur de points à Bahreïn justement lors de la manche précédente il y a plus d'un mois. On a ensuite Zagaceta, Ho, Boya, Delpino, Leon, Ugo Chukwu. Et ensuite, parmi les pilotes qui n'ont pas marqué de points, Dufek, Van Eupen, Wharton, Sharp, Sagrera, Che, Lacorte, Dominguez, Badouer, Marinangeli. Et donc voilà, parmi les pilotes qui n'ont pas marqué de points, on a quand même 2 pilotes ART, Van Eupen et Wharton. Sharp, que moi je voyais comme le meilleur rookie de cette année, pour l'instant il a du mal à trouver ses repères visiblement sur la Formule 3, sur des circuits qu'il ne connaît pas non plus, Melbourne et Bahreïn. Et aussi la préma de Brando Badouer, c'est aussi très compliqué pour le moment. En vrai, en voyant le rythme de Camara, je pense qu'il est imprenable. Oui. Voilà, c'est la question que j'ai posée justement sur la diapo d'après. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vraiment arrêter l'ogre Raphaël Camara? Je vois pas ça arriver, honnêtement. Comme je l'ai dit, voilà, 2 hat-tricks, 2 coups du chapeau en français pour Camara, qui a récemment fêté ses 20 ans. Voilà, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Alors, on va avoir un triple header. Et contrairement à la F2, à la fin de ce triple header, on aura déjà fait 5 manches sur 10. Donc on aura déjà fait la mi-saison. On sera déjà à la mi-saison. Dans 3 semaines, on est à la mi-saison de la F3. Donc il y a vraiment un monde où il assomme complètement le championnat et où il a déjà une main sur le trophée de champion. Et s'il garde ce rythme, si Trident garde ce rythme, je vois personne l'arrêter. Certes, Tim Tramnitz c'est très régulier, Callum Voisin peut être extrêmement rapide, Nicolas Tsolov il peut signer des gros coups d'éclat, Taponen a un talent monstre aussi. Mais ok, tu peux même peut-être battre Camara sur une course, sur un week-end. Sur un championnat, là j'ai du mal à voir ça arriver. Ben, voilà, en plus la combinaison Camara, qui est l'un des meilleurs pilotes du championnat, à n'en pas douter, avec Trident, qui est l'équipe référence en F3 depuis des années, voilà, pour moi ça n'a pas l'air battable. L'un des seuls doutes, on rappelle qu'il y a une nouvelle réglementation en Formule 3, nouvelle voiture. Voilà, pour moi les seuls doutes vraiment que j'avais, c'était pas sur Camara, c'était sur Trident. Est-ce qu'ils allaient bien gérer cette réglementation? Visiblement oui. Bah, voilà, maintenant que Trident gère cette réglementation, ils sont l'équipe la plus rapide, ils sont l'équipe en tête du championnat équipe aussi, je crois. Attendez, je vérifie rapidement, mais je crois qu'ils le sont en tête du championnat, vu que Stromstead et Wurtz ont marqué des bons points aussi. Oui, Trident est largement en tête du championnat même. Ils ont plus du double de points sur la deuxième équipe MP Motorsport. Voilà.
Je pense que depuis que son Némésis Antonelli est passé devant lui, il s'est libéré. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Alors après, je sais pas s'il... si justement, avant ça, quand il était coéquipier d'Antonelli, il n'était pas libéré. C'est juste que ses performances étaient moins impressionnantes. Puisque à côté de lui, il y avait le giga crack générationnel. Mais voilà, je ne cesse de le redire, Camara, si Antonelli n'existait pas, tout le monde dirait que Camara serait ce giga crack générationnel. Mais voilà, il y a Antonelli qui a fait encore mieux que lui, en karting, en F4, en Freca. Donc voilà, Camara qui est aussi un an plus âgé en plus. D'ailleurs, t'as vu le documentaire sur Kimi? Non, je ne l'ai pas vu. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? J'avoue que, par exemple, je suis fan de tennis aussi, j'ai pas regardé le documentaire sur Alcaraz non plus, puisque tout simplement j'ai du mal à comprendre l'intérêt de faire des documentaires sur des gens aussi jeunes. C'est pas de la jalousie ou quoi, mais enfin, je sais pas, pourquoi? Voilà. Est-ce qu'on apprend vraiment des trucs? Est-ce que, je sais pas, voilà, je ne sais pas trop. Ouais, il est pas mal, bon. Peut-être. Le truc, c'est que j'ai très peu le temps. J'ai très peu le temps pour regarder des documentaires comme ça, mais peut-être que je devrais prendre ce temps. Déjà, j'ai le Grand Prix de France de moto à rattraper. Bon, écoutez, donc voilà, Camara, pour moi, clairement, pilote imbattable cette année en F3 chez Trident. On n'oublie pas quand même nos deux Français aussi engagés qui sont dans des situations différentes. Théo Finel qui est 8ème après notamment son premier podium lors de son premier week-end à Melbourne. Ça avait été un week-end plus compliqué à Bahreïn, notamment en qualification. Il n'avait pas réussi à signer un très bon tour sur sa dernière tentative et du coup il était vraiment complètement englué dans le trafic. Il s'était fait percuter aussi. Euh, T'as pas vu le documentaire sur Lily Verstappen? Non mais bientôt ça va être ça, hein, franchement. Donc voilà, pas d'inquiétude. Voilà, pour moi, il n'y a absolument aucune inquiétude à avoir sur Théophile Naël. Surtout que le rythme avait l'air globalement d'être là, à- même, à, même à Bahreïn. Mais voilà, la qualification joue quand même un rôle prépondérant et il s'était lancé, je crois, de la 22e ou 23e position. Ça rend les choses plus compliquées. Il avait pu un peu remonter, mais voilà, pas assez pour jouer les points. La base de toute façon de ces week-ends de F2 et F3, c'est vraiment la qualification, évidemment. Même si on peut dépasser, si tu t'élances de la 30e position, voilà, même si t'es Camara chez Trident, tu peux remonter 12e, mais voilà, remonter dans les points, c'est quand même... La grosse question, c'est plus VAR que Naël. Oui, Naël, pour l'instant, vraiment, c'est le pilote Van Amersfoort Racing le plus rapide. Voilà, ce n'est pas l'équipe référence en F3 aujourd'hui. Mais je suis d'accord. Pour moi, même avant le début de saison, j'avais plus de questions aussi sur l'équipe. Est-ce qu'il serait capable de vraiment jouer devant tout le temps? Voilà. On a eu que 2 week-ends pour le moment, c'est dur de tirer des grosses conclusions, mais en tout cas, Naël a déjà fait un premier podium, ça on lui enlèvera pas. Et maintenant, il faut juste essayer voilà, d'accrocher des points. Pour moi, le podium, c'était vraiment un cas exceptionnel où il avait vraiment maximisé le potentiel qualif et pas fait d'erreur sous la pluie en course. Euh, Maintenant, pour moi, il faut viser les points. Il faut viser les points, mais voilà, j'attends pas de lui qu'il fasse des podiums à chaque course ou des top 5 ou ce genre de choses. Pour moi, voilà, Naël devrait plutôt visé en objectif réaliste, voilà, des petits points, des top 10 ou ce genre de choses. Alessandro Giusti est 15e au championnat, avec le même nombre de points que le 11e. Ça progresse, il a marqué ses premiers points à Sakir lors de la deuxième manche. Il est encore un petit peu prudent dans ses batailles en roue, j'allais dire, ouais, en roue contre roue. Mais il commence à gagner en confiance sur la course principale de Bahreïn. Ça avait été meilleur que la course sprint de Bahreïn la veille. Il y a du mieux, ça gagne des points. J'espère surtout que le problème qu'il avait rencontré mécanique au niveau des premiers tours sera réglé, puisque sur les départs, il est excellent. Mais dès que tu as passé le départ, du premier virage jusqu'à la fin du premier tour, il perd 3-4 places. Donc j'espère que ce problème sera réglé, puisque c'est vraiment dommageable et ça lui fait perdre des gros points à l'arrivée, puisque au final, il fait des dépassements, etc. Voilà.
je, je suis satisfait pour le moment des promesses de Alessandro Giusti, mais il va en falloir plus. Il va en falloir plus, surtout quand on voit à côté son coéquipier Tim Tramnitz qui est régulier, qui maximise le résultat. Voilà, c'est très bien. Giusti a un pilote référence à ses côtés, et s'il arrive à battre Tramnitz sur la suite de la saison, ça donnera encore plus de valeur aux performances de Giusti. Donc voilà, faut continuer comme ça, faut continuer les progrès. Voilà, en plus là il va revenir sur des circuits dans lesquels il a de très bons souvenirs, vu que Imola c'était le théâtre de sa dernière victoire en Freca. C'était aussi le théâtre de ses premiers points en Freca à Imola, donc enfin, en 2023. Donc voilà, c'est un circuit qu'il apprécie. À voir ce que ça va donner. Ouais, MP est bien, hein. MP est bien. Voilà, je pense qu'il y a toujours des. J'ai confiance. Moi, j'ai vraiment confiance dans la saison d'Alessandro Giusti. J'ai vu des promesses. Tout n'est pas rose, hein, tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait. Je pense que lui-même est le premier euh, insatisfait de ce début de saison. Mais il y a des choses vraiment très très intéressantes à noter, quoi. Du coup, bah, je souhaitais une bonne chance aussi à FC Benoît 7, du coup, qui a rejoint le lobby d'Hydro. N'hésite pas à tous les éclater et à spammer vive Percy F1 dans le chat et sois un fier représentant. Euh, Parmi les autres performances, les autres pilotes, les autres équipes à surveiller, Prema, puisque ils sont vraiment derniers. Ils ont marqué 2 points. Je vais pas dire des points chanceux, mais presque. Euh, c'est cataclysmique pour le moment, le début de saison. Ils sont derrière Dams qui découvre le championnat et qui a déjà marqué 10 points. Franchement, il faut très très vite lancer la saison. Là encore, on arrive en Europe sur des circuits plus connus, etc. Puisque clairement, si vraiment ils finissent dernier avec 2 points, ce qui n'arrivera pas, il y aura forcément quelques points en plus, mais s'ils finissent dernier au championnat, on sera pas loin de la catastrophe industrielle, franchement. Surtout avec McLaren qui a placé énormément d'espoir en Prema, qui a fait confiance à Prema, qui a placé 2 de ses pilotes chez l'équipe italienne. Si ça performe pas du tout, yikes. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner pour Badoer, Léon et Hugo Choukou. Enfin, parmi les changements à noter, X-Racing a encore changé son line-up. A priori, cette fois, c'est pour tout le reste de la saison. Mais donc, du coup, pas de Slater, pas de Bedrin, mais c'est Brad Benavides, l'ancien pilote F3, l'ancien pilote F2 aussi, qui fait son retour en F3. Bon, il y a aucune hype, pour être parfaitement honnête. Par contre, plus intéressant, James Headley arrive en Formule 3 à la place de Javier Sagrera. C'est un peu surprenant que Javier Sagrera ne soit plus en Formule 3 car il avait un soutien financier assez important, mais visiblement son management a décidé de changer des choses. On n'a pas plus d'infos. Mais peut-être qu'ils se sont dit que ça valait pas le coup de continuer en F3, je ne sais pas. Mais oui, normalement, voilà, Sagrera censé être un pilote aisé financièrement. Bon, voilà. Il est remplacé par James Headley. James Headley, c'est un pilote qui est vraiment très intéressant, mais c'est un petit peu, voilà, le super intérimaire. Voilà, l'intérimaire il fait de tout, de la GB3, de la Freca, de la F3. Il a déjà fait une manche de F3 l'an passé à Monaco. Non, franchement, James Headley, c'est pas dégueu, hein. James Headley, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, mais c'est sûr que voilà, ça va pas révolutionner l'équipe, hein, ça va pas, c'est sûr. Mais c'est un bon pilote qui mérite sa place en F3. Il a décroché le soutien financier de nos amis d'Axel Grand Prix, donc voilà, le Axel Grand Prix qui se met à soutenir des pilotes. Bah écoutez, voilà, ça paraît bien, le projet paraît toujours aussi nébuleux, mais en tout cas, voilà, on a James Hedley en F3, on verra ce que ça donne, mais voilà, petit changement, de nouveaux noms sur la grille. C'est vrai que quand on regarde un peu, le downfall de Prema est inquiétant. Réglementation F2, F3, arrêt du programme LMP2, difficile en IndyCar. Tiens, oui, attends, et en IndyCar, comment ça se passe? Comment ça se passe pour Prema en IndyCar? J'ai pas trop entendu parler d'eux, ce qui n'est pas très bon signe, du coup, vous me direz. Prema. Alors,
Pourquoi ils sont 25e et 26e? Ah oui, d'accord. Ah, c'est la giga piquette. Attendez, je vous montre ça. Oh ouais. Ah, mais c'est limite pire que la F2, que la F3 en fait. Regardez, en fait, les pilotes sont Schwartzmann et Aylot. Waouh. Eh, deux top 18 quand même, hein. Waouh. Euh, C'est la piquette de fou. D'accord, bon. Euh, C'est quoi le Leader's Circle? Enfin, si vous... The top 22 charted entries earn their Leader's Circle contracts on it. Les spécialistes de l'IndyCar, vous pouvez me dire c'est quoi le Leader's Circle? Parce que visiblement, Prema, ils sont pas dedans, hein. Je suis pas sûr de comprendre, j'ai dû louper un épisode en IndyCar. Oui, voilà, heureusement, les 22 premiers gagnent de l'argent en plus. Ah ouais, donc grosse piquette pour Prema de pas être là-dedans. Ok. Donc ouais, ils ont encore la F4 italienne, ils ont encore la Freca où ils sont très bons, où ils restent l'équipe dominante. En Freca, ils vont perdre face à Gilter. Minute papillon. Minute papillon. Justement, la Freca. Merci pour la transition, on va en parler. Et certes, Evan Gilter est en tête du championnat. Certes, ART est en tête du championnat, on n'a fait qu'un seul week-end sur 10. Il y a 2 voitures participantes qui ne font pas les 500 miles, et à ce rythme, c'est les grands favoris. Oh bah finalement, c'est peut-être pas plus mal que Grosjean soit pilote réserviste, hein. Si ça lui permet d'éviter cette humiliation, ça me va, hein. Ouais, les tests de Indianapolis ont été cataclysmiques, ils ont à peine roulé. Ok. Après, en F2, ça commence à relever un petit peu la tête, hein. Gabriel Emini, il met des points à chaque course et tout. Euh, mais ouais, ils sont encore loin du compte. Ils sont encore loin du compte, c'est sûr. Bon, pour parler de la Freca, parce qu'on a aussi la Freca qui fait sa deuxième manche de la saison après l'ouverture à Misano il y a 2 semaines. Evan Gilter est donc en tête du championnat pour le bonheur des foules, devant Matteo De Palo, le très 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 surprenant pilote italien sur sa Trident. Trident, contrairement à la F3 qui n'est pas une équipe de référence en Freca, mais qui a peut-être trouvé quelque chose cette année. Pedro Clerot est 3ème, Freddy Slater est 4ème, Rachid Aldairi est 5ème devant Jack Beaton, Nikita Bedrin, Enzo Dellini et Taito Kato, nos 2 français. Bon, Enzo Dellini français, mais Taito Kato c'est un pilote japonais sous licence française pour des questions administratives, car il vit en France. 10ème, Yu Yamakoshi. On a ensuite Nandavoud Birombagdi, Akshay Bora et Jin Nakamura qui sont les 13 pilotes à avoir marqué des points. Hors des points, on a ensuite Enzo Peugeot, Kanatoli, Rui Liu, Kasper Stuka, Enzo Ye, Giovanni Maschio, Dion Gauda, Edouard Borgna, Sakar Almao Chergi, Arthur Aegerter, Valerio Rinicella, Aditya Kulkarni et Tim Gerhardt. Et on aura aussi des pilotes en plus qui rejoindront le championnat, mais ça on en parlera un petit peu à la fin. Là, contrairement à Misano, on va revenir sur un circuit qui est connu. Misano, c'était la première fois que le championnat, que la Freca y allait depuis 2020. À l'époque, ça s'appelait même pas Freca et la grande majorité des équipes n'avaient pas roulé sur ce circuit. Là, on retourne à Spa-Francorchamps, c'est un circuit qui est maîtrisé, on y va tous les ans. Tous les pilotes aussi le connaissent, hein, les pilotes de F4 France, les pilotes de F4 italienne, les pilotes de F4 espagnole, tout le monde connaît Spa-Francorchamps. L'an passé, quand même, c'est Prema qui avait largement dominé ce week-end avec une double victoire de Rafael Camara. Il y avait aussi eu un podium de James Wharton de mémoire, je crois. Le duel que tout le monde attend cette année en Freca, c'est la suite en fait. C'est la suite de ce qu'on avait vu cet hiver au Moyen-Orient entre Evan Gilter, notre français, et Freddy Slater, le pilote anglais. Mais après Misano, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas un monde où en fait c'est pas qu'une bataille à deux et il y a peut-être Matteo De Palo que personne n'avait vu venir qui pourrait être impliqué dans cette bataille. À voir. À voir. Faut juste que les Japonais fassent leur travail. Alors évidemment, petite référence au fait que Taito Kato avait shooté Slater au Moyen-Orient et Jin Nakamura a shooté Slater à Misano à la course 1. C'est vrai que ça facilite les choses, mais je pense pas qu'on aura droit à ça tous les week-ends non plus. Pour le moment, en tout cas, Gilter et Slater ont été au rendez-vous. Bon, Gilter évidemment P2 puis P1,
P1 surtout à Misano après un dernier tour de fou furieux, au-delà de sa performance en course, puisque au final, bah voilà, son rythme a été bon, mais ça reste difficile de dépasser avec les frécas. Le tour qu'il a fait pour claquer la pole position dimanche, enfin voilà, pépite. Pépite. Freddy Slater n'a pas été absolument étincelant, mais voilà, sur la course 1, il partait en pole position, mais mauvais départ. Il se retrouve menacé et il se fait sortir, voilà. Et ensuite le lendemain, il partait deuxième. Et certes, il était toujours proche constamment d'Evan Gilter, mais il n'y a jamais eu de moment où Evan a dû défendre. Voilà. Il n'a pas vraiment inquiété sérieusement le pilote français. Donc à voir. Maintenant, pour moi, Freddy Slater et Prema restent les favoris. Tout simplement, Prema, ça reste la super équipe dominante en Freca depuis des années. C'est une voiture qui est archi connue. Même si les pneus ont changé, ça reste le championnat de Prema. Voilà, pour nos pilotes français, évidemment, pour Evan Gilter, bon bah, je sais pas, faut continuer ce qu'il ne cesse de faire depuis le début de l'année. Voilà, toujours jouer devant. Pour moi, voilà, Slater-Prema, c'est une combinaison qui reste au-dessus. Voilà. Mais voilà, donc ce qu'il doit faire, il doit continuer à jouer devant, à jouer pour les victoires, les podiums, ne pas faire d'erreurs. Voilà, maximiser le résultat. Maximiser le résultat, c'est comme ça qu'il ira en F3 et c'est ce qu'il fait vraiment depuis le début de l'année. Alors pour Aegerter, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'avoue que j'ai mis son nom. Je ne sais pas. Je vais aller consulter son profil Insta. Pour le moment, on n'a pas d'entry list complète. Euh, Puisque après, dans son dernier post Insta, il disait j'ai hâte de revivre ça pour la prochaine course. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle sera, là, sa prochaine course. Donc on verra. On verra. On a d'autres Français voilà, engagés. Enzo Dellini qui est actuellement 8ème. Je pense que l'endroit principal où il doit s'améliorer, il le sait, c'est les qualifications. Entre samedi et dimanche, bah, enfin voilà, il a fait P11 puis P4 en qualification. S'il arrive vraiment à faire comme il l'a fait à Misano le dimanche et à vraiment être devant en qualification, voilà, ça serait vraiment l'idéal, puisque en course, il a vraiment menacé Matteo De Palo pour le podium. Donc voilà, il faut confirmer cette bonne lancée. On sent qu'il a beaucoup plus de choses en main, contrairement à l'an passé. Et surtout, il doit dominer ses coéquipiers. Samedi, ça avait été un petit peu compliqué. Le dimanche, il avait été vraiment devant. Voilà, il y avait du bon et du moins bon sur le week-end à Misano. Là, il revient à Spa-Francorchamps, un circuit qu'il connaît bien. Contrairement à par exemple Jin Nakamura, l'un de ses coéquipiers, un jeune pilote Toyota qui ne connaît pas trop le circuit, évidemment tous les pilotes ont déjà roulé en test sur ce circuit, mais en conditions de course, Jin Nakamura va découvrir ça par exemple. Voilà, Enzo Deni doit jouer les podiums, il doit jouer ce genre de position. Bon, pour Enzo Peugeot, évidemment, oui, Borgna, c'est lui, hein. C'est bien Edouard Borgna qui avait connu 2 saisons compliquées en F4 France. Oui, c'est bien le même Edouard Borgna. On a un autre Français engagé, Enzo Peugeot, l'un des outsiders pour cette saison, qui n'a pas marqué de points. Donc forcément, c'était l'une des déceptions à Misano. Mais il faut aussi pondérer un petit peu ça. En course, il a été très intéressant. C'était globalement le seul à dépasser. Et le seul à dépasser proprement, parce qu'il y en a d'autres qui ont dépassé, c'était pas très propre. Je repense notamment à l'accrochage entre Gauda, Aldaeri et Beaton, je crois. Non, non, c'était un autre pilote. C'était un autre pilote, mais je me rappelle plus là comme ça. Mais bon, c'était l'un des seuls pilotes à dépasser. Il s'est malheureusement vraiment qualifié loin, 18ème, 17ème, je crois, à chaque fois. Et il a réussi à remonter à la porte des points. Il a fait des dépassements, c'est bien, mais voilà, il faut tout simplement partir beaucoup plus haut. Il faut vraiment régler ce souci de qualification, et puisque en course, visiblement, voilà, les éléments sont là pour performer, et voilà. Il reste 9 week-ends, il n'y a pas d'inquiétude, mais voilà, va falloir lancer la saison.
peut-être qu'il va pouvoir, je sais pas, recevoir des conseils d'Alexandre Munoz. Je sais pas. Peut-être que voilà, tout simplement, le leader de la F4 France a des choses à lui apprendre. Je ne sais pas. Bon, Euh, voilà, je propose comme ça. Et on a aussi d'autres Français engagés comme Edouard Borgna, Arthur Egerter, je ne sais pas s'il sera là, mais Edouard Borgna, il sera bien là. Voilà, faut continuer l'apprentissage, ne pas faire d'erreurs comme ils ont fait à Misano. Enfin, ne pas faire d'erreurs. Ceux qui avaient... Comment je peux bien le formuler? Ils n'ont pas fait d'erreurs à Misano, donc il faut continuer comme ça. Il faut continuer comme ça et puis essayer de gagner un petit peu en rythme. Et pourquoi pas, voilà, recréer la surprise et avoir une victoire rookie, comme ça avait été le cas pour Edouard Borgna euh, à la course 2 le dimanche. On a aussi des petits changements par rapport au week-end précédent et notamment le retour de deux Français dont on attend beaucoup. Dorian Pain revient en Freca. J'ai l'impression que personne n'en a parlé. Hein. Enfin, j'ai l'impression que ça passe relativement inaperçu, mais Dorian Pain fait son retour en Freca. Elle fait son retour en Freca avec Prema. C'est très attendu. On a aussi Masseo Capieto qui revient en Freca chez CL Motorsport. Alors, Dorian Pain, elle revient avec Prema. Elle revient avec Prema, donc elle sera la coéquipière de Freddy Slater, actuel 4ème au championnat, Rachid Al-Dairi, actuel 5ème au championnat, Jack Pitton, 6ème au championnat. Donc 3 pilotes qui ont marqué des points, voire même joué la victoire, joué les podiums. Vu que oui, Al-Dairi et Slater ont tous les deux été sur les podiums. Voilà. Évidemment, je comprends que les attentes autour de Dorian soient assez tempérées au vu des meetings qu'elle avait fait en Freca l'année précédente. Et aussi au Moyen-Orient, cet hiver, ça avait été très compliqué. Mais voilà, ce qui compte vraiment, aussi pour Mercedes, c'est ce qui va se passer en Freca. Elle est en confiance actuellement, vu qu'en F1 Academy, elle a sorti une très très belle performance. Pour s'imposer lors de la course à grille inversée à Miami en partant 6ème, je crois. Voilà, maintenant il faut marquer les esprits en Freca. Et c'est ça le plus gros challenge. C'est ça le plus gros challenge, mais voilà, elle est chez Prema. C'est sa deuxième année, alors certes, elle n'a pas fait la première manche, mais il y aura pas mal de temps de roulage avant le week-end de course. Il y aura plusieurs heures d'essai le jeudi, puis il y aura les séances d'essai libre le vendredi, puis enfin il y aura la qualification et la course le samedi et le dimanche. Donc il y aura du temps pour se réadapter à cette voiture qu'elle connaît depuis l'an dernier, etc. Voilà. Évidemment, on a tous peur de ça. Je sais, Francis Fromage, on a tous peur de ça. Elle marque 0 points quand ses 3 coéquipiers en marquent et jouent devant. On a tous peur de ça, mais j'espère vraiment qu'il y aura des points, au moins, voilà, un petit motif d'espoir, quoi. Je mise un petit point sur une course chaotique. Attends, j'ai même pas vu la météo à Spa-Francorchamps, puisque la météo en Belgique, hein, on va pas se le cacher, hein, nos amis belges, mais la météo c'est parfois compliqué. Enfin, a priori, il n'y aura pas de pluie. Hein. Pas de pluie prévue. Non, 20%, 15%. Non, il n'y aura pas de pluie a priori. Pas de pluie prévue. Donc à voir. Mais de toute façon, enfin voilà, il faudrait pas. Il faudrait vraiment avoir décroché des points sur un rythme pur. Donc la voiture compliquée à conduire pour elle a vraiment un impact sur ses perfs, tu penses? Me demande Benito56. Je suis pas trop sûr de comprendre, puisque oui, si la Freca c'est une voiture horrible à conduire globalement. Et je pense que pour le gabarit de Dorian Pain, qui reste quand même assez frêle, assez petite, je pense que ça ne doit pas forcément l'aider, mais voilà, il faut passer par là. Il faut passer par là pour mériter sa place en F3. Voilà. Pour le coup, connaissant les antécédents de la Freca Aspa, je préfère un franc soleil. Bien vu. Bien vu. Je n'avais pas forcément pensé à ça, mais bon rappel, parce que c'est vrai que la Freca a de très très mauvais souvenirs à Spa-Francorchamps d'il y a encore 2 ans. Donc
Donc oui, c'est vrai que c'est mieux quand ça se passe sur le sec, au soleil. D'ailleurs, on rappelle que l'an dernier, il avait plu lors de la qualif, ça s'était bien passé. Notamment pour l'un de nos Français, Enzo Peugeot, qui avait signé sa meilleure qualification en carrière, en Freca. Mais oui, c'est vrai qu'à Spa, c'est mieux. C'est mieux d'avoir la meilleure visibilité possible, notamment au sommet du Raidillon. Voilà, d'autres questions. Alors, il y a aussi Matteo Capito, voilà, qui fait son retour après 1 an et demi d'absence en monoplace. Ancien pilote Freca, 8ème en 2023 avec RPM. Il revient avec CL Motorsport, la nouvelle équipe. Ça peut être vraiment un facteur X. Alors, je ne sais pas vraiment. Il peut peut-être jouer les troubles fêtes devant, tout comme ça peut être parfaitement anonyme. Et d'ailleurs, vraiment, le week-end dernier, il y avait déjà CL Motorsport, cette nouvelle équipe qui avait racheté les actifs de MP Motorsport en Freca. Ça a été cataclysmique. Ça a été cataclysmique. Ils jouaient la dernière place avec Aditya Kulkarni ou je sais plus qui, Saker Almaocherji, alors que le pilote c'était Valerio Rinicella, qui est quand même un pilote confirmé avec plusieurs victoires en F4, avec des victoires en Eurocup 3. Voilà, j'espère que ça va être mieux, puisque sinon, clairement, Matteo Capito il va faire une manche et il va pas revenir. Si c'est pour jouer les dernières places, ça lui sert à rien de revenir. Le but de Matteo Capito, c'est de montrer que il reste encore jeune, hein, il a 19 ans, de montrer que il mérite d'avoir une seconde chance en monoplace. Et ça, il pourra seulement le montrer si son équipe est compétitive. Et pour le moment, il y a encore des questions là-dessus. À noter, à ses côtés, il y a aussi un coéquipier très expérimenté, encore plus expérimenté que lui, l'éternel Michael Beloff. Voilà, 23 ans, qui est en formule régionale depuis Mathusalem. Et très très bon pilote. Une référence, qui a déjà gagné plusieurs courses en Freca avec G4 Racing. Voilà, ça peut être un giga flop ou ça peut être la super révélation du week-end et tout le monde se dit purée Matteo Capito, la monoplace est vraiment passée à côté d'un énorme talent, puisque c'est un énorme talent. Mais voilà, est-ce qu'il sera dans les meilleures conditions pour performer? Voilà, il y a des gros doutes autour de cette équipe, donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas voilà, pas mal de pilotes français au rendez-vous pour l'Africa, avec les retours de Dorian Pain et de Matteo Capito. Pour l'instant confirmé juste sur cette deuxième manche de Spa-Francorchamps. Il y a aussi un autre championnat qui va débuter avec l'Eurocup 3, championnat rival de la Freca, qui débute avec une très 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 belle grille. L'an passé, ça avait été vraiment compliqué, la grille était un peu cataclysmique, on va pas se le cacher. Là, on a une grille très sympa, alors toute la grille n'est pas à jour d'ailleurs sur Wikipédia. Bon, attendez, est-ce que peut-être que la grille peut être à jour, genre là, si je cherche sur Mozilla, attendez. Ouais, pour aller un petit peu plus à jour. Allez, je vous partage ça. Hop. Ouais, coucou Yanni. En effet, il y a un pilote belge, un vice-champion de F4 France qui fait son apparition de dernière minute, Yanni Steven Edens, qui a finalement trouvé une solution. Donc c'est bien. Maintenant, ça reste avec GRS. Attendez, on le voit même pas? Pourquoi on le voit même pas? Hop. Donc c'est bien. Maintenant, voilà, GRS reste l'une des pires équipes. Je pense que l'an passé, par exemple, si on regarde. Attendez, ils avaient marqué. Ah oui, parce qu'il y avait eu des piges de Nicolas Tsoloff qui avaient bien aidé. Et surtout, voilà, la grille n'était pas du tout similaire à celle qu'on a aujourd'hui. Voilà, là, les références du championnat, bon, Sagrera, Del Pino, Fittipaldi, Kloos, etc. Là, cette année, on a du haut level. On a du haut level. Déjà, je vais repasser sur le PowerPoint, mais bah, attends. Benito 56, je réponds tout de suite à tes questions. Mais voilà, il y a eu un championnat hivernal dans lequel MP Motorsport a été vraiment ultra dominatrice, avec des pilotes, des top pilotes de la F4 espagnole notamment. Mattia Colnaghi qui a été champion de F4 espagnol l'an passé sur sa saison de rookie, Maciej Gladish qui a été champion hivernal cet hiver en Eurocup 3. On a aussi Valerio Rinicella qui a déjà remporté des courses en F4 et en Eurocup 3 l'an passé. Il peut y avoir voilà, un level très 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 intéressant.
Et sauf que MP avait vraiment dominé le championnat hivernal et avait vraiment mis Campos Racing dans le rétro. L'une des théories que j'ai, c'est que MP est beaucoup plus à l'aise quand il fait froid, quand il fait humide, quand il fait voilà, que quand il fait ensoleillé, quand il fait sec, quand il fait chaud, ou Campos est plus à l'aise. Je ne sais pas si cette théorie est parfaite, mais c'est l'impression que j'ai eue sur ces 2 dernières années. Maintenant, je vais suivre le championnat cette année beaucoup plus intensivement que je ne l'ai fait sur les 2 dernières années. Donc, on va voir. Mais pour le moment, il reste encore des questions. Il reste des questions en suspens autour de Campos. Est-ce que Campos pourra jouer le titre, tout simplement? On rappelle que chez Campos, il y a 3 pilotes Red Bull engagés. Il y a aussi d'autres pilotes très intéressants comme Kasper Stuka, comme Jesse Carrasquedo, qui n'a pas été mauvais cet hiver non plus. Mais voilà, 3 pilotes Red Bull. Enzo Taranvanishkul, pilote thaïlandais, Ernesto Rivera, pilote mexicain, et notre français, notre chouchou Jules Caranta, qui a déjà signé quelques podiums en Eurocup 3 cet hiver. En Eurocup 3 Winter Series, là c'est la vraie saison d'Eurocup 3 qui débute au Red Bull Ring. Mais quand même, Jules Caranta, il est parti sur une note un petit peu négative. Le dernier week-end d'Eurocup 3 Winter Championship était en dedans. Il était en dedans, il a marqué quelques points par-ci par-là, mais il n'a pas joué les podiums comme il l'avait fait sur les 2 week-ends d'avant, où il a été vraiment impressionnant, où on rappelle qu'il avait battu Nicolas Tsolov, et où sans un attentat prémédité de Nicolas Tsolov, il aurait remporté sa première victoire. Donc voilà, il faut effacer ces quelques petits doutes qu'il a eu. On rappelle que c'est sa première saison à l'international, après sa première saison de F4 France, où il avait été très intéressant. Il y a eu ces tests qu'il a fait avec Red Bull sur des anciennes GP3, où il aurait été très 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 rapide, plusieurs dixièmes de seconde plus rapide que les autres. Maintenant, il faut confirmer ça en course, et déjà, ça passe par battre ses coéquipiers, notamment Ernesto Rivera, notamment Enzo Taranvanishkul, notamment les autres pilotes Red Bull. Et voilà, si Campos arrive à arrive à se battre avec MP, il faut jouer devant, il faut jouer le titre et jouer face aux références de cet hiver que sont Gladish, Colnagy, Rinicella, etc. Donc évidemment, ça va être à suivre et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a aussi d'autres pilotes en dehors des pilotes MP, en dehors des pilotes Campos, comme James Segosi chez Palou Motorsport qui a été excellent cet hiver. Yannis Steven Edens qui arrive aussi en Eurocup 3 mais dans l'une des pires équipes, donc je sais pas trop si ça pourra jouer devant, mais ça reste quand même un top pilote. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a forcément un petit peu moins de hype vu que l'Eurocup 3 commence sa saison très tardivement et on a déjà repris la FRECA, on a déjà repris tous les autres championnats, donc on est plus dedans. Donc voilà, c'est bizarre de commencer un championnat à la mi-mai, mais voilà, les week-ends vont s'enchaîner ensuite. Et puis voilà, j'espère que ça va bien s'enchaîner, notamment pour Jules Caranta, qui nous a montré déjà de très belles choses cet hiver et qui, j'espère, pourra nous remontrer son talent très rapidement, peut-être dès ce week-end, au Red Bull Ring. Oui, en plus Red Bull Ring, s'il peut le faire à la maison chez Red Bull, s'il peut performer chez Red Bull, c'est tout bénef. On rappelle que l'Eurocup 3, championnat rival de la FRECA, donc potentiellement, si Jules Caranta performe comme je l'espère qu'il le fera, c'est comme Evan Gilter, comme Enzo Dellini, un pilote qui peut prétendre à la F3 en 2026. Il y a aussi la GB3, bon là on va passer beaucoup plus rapidement puisque déjà il commence à être tard. La GB3 qui arrive sur le circuit de Zandvoort pour l'une de ses 4 manches en dehors du Royaume-Uni, avec Freddy Slater en tête du championnat, devant Noah Lyles, Nikita Johnson, Pradel, Eusenroder, Yamakoshi. Vous remarquez qu'il y a beaucoup de pilotes qui roulent en FRECA ce week-end et qui priorisent la FRECA, comme Slater, Yamakoshi, d'autres pilotes. Il y a aussi Taranvanishkul qui roule en Eurocup 3. Donc voilà, le leader du championnat ne roule pas en GB3. Donc à voir, le chat n'est pas là, Slater n'est pas là, donc à voir comment les souris, les autres pilotes vont danser. Qui va profiter de l'absence de Slater ce week-end à Zandvoort?
Bon, très rapidement, ouais, Fairclough décevant en GB3, alors même les high-tech, hein, les high-tech décevantes en GB3, qui ont vraiment galéré dans les réglages, qui se sont perdus dans les réglages de Silverstone a priori. Mais clairement, grosse déception après des tests de pré-saison très intéressants pour high-tech et Fairclough. Il reste encore 7 week-ends. Il reste encore 7 week-ends, donc à voir ce que ça donnera, mais pour le moment, début extrêmement timide hein, de la part de Fairclough, que moi je considérais comme l'un des favoris au titre, après son titre de F4 britannique. Évidemment, obligé de parler de la Formule 4 française, évidemment de faire un petit débrief, même si bah, on a déjà débriefé ça sur le vlog que je vous conseille, bien évidemment, le vlog qui est paru sur ma chaîne YouTube hier soir. Voilà, c'était juste trop cool déjà de suivre ce championnat, voilà, de faire ce vlog, de faire ces petites interviews, d'échanger avec vous, au final de vous partager tous les petites anecdotes que je découvre, pas seulement liées à la F4 France, mais aussi même à l'Africa, hein, par exemple, voilà, voilà, je fais référence à ce que me disait Maceo Capito sur le push to pass. Je n'en dis pas plus, découvrez ce qu'il dit sur le push to pass en Freca sur mon vlog. Voilà, pour reparler du côté sportif, Alexandre Munoz, énorme. Alexandre Munoz compte tout simplement énorme sur ce début de saison. On est déjà au tiers de la saison hein, et il a 47 points d'avance sur la concurrence. Jules Roussel, pourtant très régulier avec 4 deuxièmes places. On a ensuite Raphaël Perrard, meilleur rookie, là aussi grosse révélation de ce début de saison, très régulier, très rapide, toujours aux avant-postes. On a ensuite Arthur Dorisson qui a profité à 2 reprises des courses à grille inversées pour pointer à la 4ème place au championnat. Louis Iglesias, Malo Boyet, Montego Masson qui s'est réveillé après un début de saison compliqué à Nogaro. Matteo Giacardi, toujours très intéressant. Andy Consani, le jeune pilote Mercedes, qui a eu un week-end un peu plus compliqué quand même à Dijon-Prenois, après des petites erreurs de réglage, mais qui se sont corrigées quand même sur la course 3. Guillaume Bouzard, Caretti, Rintaro Sato, le fils de Takuma Sato, qui a lui aussi débloqué son compteur de points. Thomas Sénéclos, Hugo Hérouin, Pablo Rico Bonobello, Romeo Lers, Nicolo Piric sont les 17 pilotes à avoir marqué des points. Côté pilote féminine, c'est compliqué pour le moment. C'est compliqué. Il y a Lisa Billard qui ne cesse de flirter avec le top 10, mais pour le moment, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Son meilleur résultat reste une 11e place pour le moment. C'est la meilleure féminine de très loin, même au-delà voilà, du classement brut, qui ne reflète pas toute la réalité du championnat. Voilà, c'est la seule capable de jouer les points à l'heure actuelle pour le moment, même si voilà, Annabelle Brian et Jade Jacques sont plutôt intéressantes de temps en temps. En vrai, contre Sani, je m'attendais à plus, faudra voir le reste de la saison. Pour le moment, il y a des... Mais je vous avais dit, hein, pour moi, ce qui va être intéressant, surtout pour un pilote aussi jeune que lui, on rappelle c'est le seul pilote né en 2010, ça va être la progression. Ça va être la progression de voir comment il va monter en gamme au fil de la saison. Il y a eu une pole position exceptionnelle à Nogaro, sous la pluie, suivi d'un podium. Voilà, je pense qu'il aurait pu avoir plus de points. Il aurait pu avoir plus de points sans quelques petites erreurs. Je pense, voilà, quand il se sort sous la pluie torrentielle de Nogaro, alors qu'il avait fait un départ monstrueux, il aurait peut-être pu jouer le podium, voire même mieux, voire, je sais pas, peut-être la victoire. En tout cas, voilà, il aurait pu jouer le podium sur la course 2 à Nogaro. Course 3 de Nogaro, il se fait pénaliser après un contact avec Giacardi, je crois, de mémoire. Dijon, bon, voilà, compliqué samedi pour des questions de réglage. Course 3, P7, mais pour moi, il y avait une P5 à aller chercher, mais il se fait avoir sur des... justement, en tentant d'aller chercher peut-être la P4, la P5, il se fait avoir par les pilotes de derrière. Il y a des choses à apprendre. Et voilà, il doit apprendre de ça pour avoir des meilleurs résultats sur les prochains week-ends. Pour le moment, 9ème au championnat. Je vais pas dire c'est mal payé, mais non, je sais pas. Je pense qu'il est à peu près là aujourd'hui. Mais voilà, on sent qu'il y a le potentiel pour faire plus. Et c'est normal. C'est bien normal.
Mais voilà, les pilotes qui ont vraiment été ultra impressionnants, c'est sûr que pour le moment, il y a 2 pilotes, enfin 3 pilotes pour moi, voilà, qui prennent toute la lumière. Alexandre Munoz, voilà, 16 ans, qui reste encore très très jeune, même s'il a déjà presque une saison entière de F4 dans les pattes. Euh, Surtout, vraiment, il a été monstrueux à Dijon-Prenois dans le sens où il a même pas laissé les meilleurs tours en course. Euh, à Dijon-Prenois, il y avait un facteur pneumatique extrêmement important qui entrait en compte, où globalement, il fallait sacrifier une course pour performer sur les 2 autres. Il a fait les meilleurs tours en course sur les 3. Voilà, c'est ultra ultra impressionnant et un très très grand. C'est même depuis que la Formule 4 française est un championnat certifié FIA, donc depuis 2018, on n'a jamais vu un pilote gagner 4 courses sur les 6 premières de la saison. Donc c'est énorme ce qu'il fait Alexandre Munoz pour le moment. Voilà, il reste encore 4 week-ends, mais c'est vrai que pour le moment, il a l'air de filer vers le titre, même s'il y a quand même un seul pilote pour le moment qui est capable de le challenger, c'est le redoublant Jules Roussel, 18 ans, 4 fois deuxième. Il a été capable de le challenger en plus sur la course 3 là, à Dijon, la dernière course le dimanche, où il a vraiment attaqué. Il y a d'ailleurs des photos assez sympas où on les voit, ils sont côte à côte, mais Munoz défend parfaitement. Et ensuite, il y a une safety car, et ensuite, après la relance de safety car, finalement, Munoz s'envole. Euh, Jules Roussel n'a toujours pas cette première victoire en monoplace, mais il tourne autour. Voilà. Au bout d'un moment, je pense que ça finira par arriver. Mais en tout cas, c'est le seul vraiment capable à challenger Munoz. Et aussi, l'autre, la super révélation de ce début de saison, c'est Raphaël Perrard. Vous avez peut-être vu le reel Insta qu'il a sorti, où je l'interview. L'interview entière est sur le vlog YouTube. Voilà, il est troisième au championnat, il est meilleur rookie, il est là à toutes les courses, il est là à toutes les qualifs, il est là à toutes les sessions. C'est top. C'est vraiment top. C'est pas un pilote qui a un palmarès gigantesque en karting. euh, Parce que déjà il roulait pas en Oka, il roulait pas dans les championnats d'Europe Oka, il roulait en X30 senior, il roulait surtout en Italie. Donc il est beaucoup moins connu, mais depuis qu'il est passé en monoplace, waouh, c'est très 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 intéressant. Donc voilà, meilleur rookie. J'ai juste très hâte de voir ce que ça va donner. On rappelle en plus, alors bon, euh, course 3, lui aussi il aurait pu être peut-être presque au niveau, non pas au niveau de Jules Roussel, mais plus proche de Jules Roussel. Course 3, malheureusement, bon, il y a cet incident avec Romeo Lors dans lequel il est fautif, certes, mais bon, c'est son premier week-end en F4, je pense qu'on peut lui pardonner. La course 2 de Dijon, il fait 10ème alors qu'il se fait sortir en début de course par Louis Iglesias, qui est ensuite pénalisé après course. Et il fait quand même 10ème. Là, il y a 2 P4 où il finit à 1, 2, 3 dixièmes de Montego Masson qui fait P3. Voilà, il y a des choses très intéressantes. Et pour l'instant, c'est le rookie qui arrive à être le plus régulier, à être toujours devant. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment ça va progresser pour Raphaël Perrard. On approche de cette fin du live avec le karting, car il y a un week-end international au niveau du karting avec le début des championnats d'Europe KZ et KZ2. C'est les championnats un peu professionnels, hein, c'est les championnats avec les kartings à boîte de vitesse où généralement ce sont des pilotes qui sont là pour faire carrière en karting, parce que oui, il y a des pilotes adultes qui font des carrières en karting, et notamment voilà, en KZ, ça c'est la catégorie reine du karting. Matteo Spirgel, 18 ans, champion d'Europe KZ2, donc de l'antichambre du KZ, qui est passé en KZ cette année et qui a triomphé dès ses débuts à Valencia en Champions of the Future, vous savez, la série préparatoire au championnat d'Europe. Donc est-ce que notre pilote français peut directement s'imposer dès ses débuts, dès ses grands débuts au championnat d'Europe FIA en KZ? Bah écoutez, pourquoi pas, en tout cas voilà, ça peut être à surveiller pour ceux qui, enfin vraiment c'est la crème de la crème du karting. Voilà, il y a des gens, il y a des pilotes de 20 ans, il y a des trentenaires, il y a des quadragénaires, etc. Mais vraiment c'est le haut du panier. Vraiment, c'est ce qui se fait de mieux en karting. Et on a peut-être un Français qui va venir bousculer la hiérarchie établie.
Et aussi en support de ce championnat d'Europe KZ, il y a aussi le FIA Academy Trophy. Vous savez, c'est un championnat dont je parle assez régulièrement, où on a notamment vu passer à travers les années côté français Antoine Hubert, Matteo Capietto, Arthur Dorisson, Lisa Billard plus récemment. C'est une sorte de Coupe des Nations en fait, puisque chaque fédération nationale envoie un pilote. Cette année, la France envoie Maël Lemarchand, le plus jeune champion de France FFSA junior. Voilà, pilote normand, hein, pour changer, tiens. Voilà, Maël Lemarchand, 12 ans encore. Attendez. 13 ans, pardon. Maël Lemarchand, 13 ans. Né en décembre 2011, si je ne dis pas de bêtises, qui va donc du coup passer à l'international après son brillant titre en championnat de France FFSA junior. Voilà, est-ce qu'il peut aller chercher le titre? Pourquoi pas, en tout cas, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, pour moi, c'est l'un des noms les plus intéressants à surveiller. Et s'il arrive à gagner le titre, et bah peut-être que voilà, on le retrouvera en Formule 4 française 2020. Alors, pour des questions d'âge, du coup, peut-être plutôt 2027. Voilà, à voir. C'est un nom clairement à noter pour l'avenir. Je vous laisse, voilà, avec tous les horaires, la F2, la F3, la F1, évidemment quand même, la Freca, la GB3, l'Eurocup 3, tous les Français engagés en bas à gauche, c'est une image que je publierai jeudi soir aussi sur Twitter. Tous les horaires sont là, horaire, heure française. Voilà, on a tout, ça va être un très très gros week-end de course. Je ne sais pas si je ferai un live, puisque c'est aussi un week-end d'Eurovision, si vous voulez tout savoir, je suis un grand fan de l'Eurovision. Voilà, par exemple la course principale de F3 à 8h30, je ne sais pas si je serai très frais pour aller la regarder en direct. Donc voilà, peut-être un live le samedi matin, peut-être, je ne sais pas encore. Voilà, je vous tiendrai au courant de toute façon sur Twitter et sur Blue Sky pour vous dire si y a un live ou pas. Ça aurait pu être week-end 5 étoiles vu qu'il y a la GB3. Ouais, mais t'as vu, enfin, genre, la GB3, je l'ai expédiée en 2 minutes. Il n'y a pas de pilote français. Ton favori pour l'Eurovision Je sais pas, parce que j'ai pas encore écouté les chansons. J'ai pas encore écouté les chansons parce que je préfère me garder la surprise. J'ai juste écouté la France et je suis pas très optimiste, honnêtement. Euh, Déjà top 10, ça serait bien pour la France, hein. Live Freca. Live Freca. Ah, peut-être à voir le dimanche après-midi. Je sais pas. Je trouve ça fou le lien entre la commu Sport Auto et la commu Eurovision, mais je suis complètement d'accord avec toi. Je ne comprends pas. Enfin, sur Twitter, il y a vraiment ce lien et pas, entre la commu Twitter et la commu Sport Auto et la commu Eurovision, de gens français, de gens espagnols, de gens de toute nationalité. Pourquoi? Pourquoi voilà, je ne comprends pas ce rassemblement, mais du coup, je fais partie de ces gens qui suivent le sport auto et l'Eurovision. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas encore si je ferai un live ce week-end, si ce sera samedi matin, ça sera dimanche après, mais en tout cas samedi après-midi, dimanche matin, je peux déjà vous dire que c'est mort. Oui, il y a aussi l'Euro Formula. Après, FC Benoît 7, si tu veux, on peut aussi dire qu'il y a la F4 tchèque, il y a la Super Formula Light, il y a la F4 chinoise, il y a encore beaucoup d'autres choses. Là, dites-vous bien que je fais quelque chose de généraliste hein, quand même. Hein. Je fais les plus grandes formules de promotion quand même. Hein. Parce qu'après, sinon, le live peut durer 5 heures si vous voulez. Hein, mais bref. Live F4 chinoise, bah go. Allez, let's go. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live. Ça fait toujours aussi plaisir. Ça faisait longtemps, l'air de rien, qu'on n'avait pas fait un petit live avec un PowerPoint, etc. Ouais, ça doit faire 3 semaines, hein, je pense bien. Hein. Ça doit faire 3 semaines. Bah, écoutez, c'était un plaisir. J'espère que ça s'est pas trop vu, mais j'étais malade. Donc peut-être que ça s'est vu, que je parlais un petit peu du nez ou que j'avais la voix un petit peu enrouée de temps en temps. Un mot sur la Coupe du Monde de F4, bah, on en avait parlé, je crois, lors du live précédent. On en avait parlé, mais intéressé de voir ce que ça va donner. La Coupe du Monde de F4 à Macao, avec notamment le soutien technique de la FFSA, et surtout j'ai hâte de voir quels pilotes seront sélectionnés. J'ai hâte de voir ça, euh, puisqu'a priori, voilà, c'est la FIA ou c'est... Voilà, c'est pas très clair qui sélectionnera les pilotes, mais a priori ce serait sur des critères sportifs, mais dans ce cas,
Comment tu finances ça? Voilà, bon, j'ai encore des questions, mais visiblement, ça sera les Mygales, enfin les Ligier, pardon, donc des voitures françaises qui seront alignées avec un promoteur chinois, avec une collaboration avec la FFSA, donc c'est sympa et à voir quels pilotes français seront engagés. Est-ce qu'on aura justement du Munoz? Est-ce qu'on aura du Roussel, du Perrard? Ça serait top, vraiment d'avoir une vraie Coupe du Monde de la F4 et d'avoir les meilleurs pilotes de F4 engagés dans cette Coupe du Monde. Ce serait top, contrairement aux FIA Motorsport Games qui sont un gigaflop à chaque fois, où on a le 18e de F4 espagnol, le 50e de F4 italienne, et voilà, ça serait bien qu'on ait des pilotes vraiment, des top pilotes des championnats de F4 dans une Coupe du Monde de F4, donc voilà, ça a l'air utopique comme projet limite, donc j'ai hâte de voir dans les faits, concrètement, ce que ça va donner, qui finance ça, comment, voilà, mais sinon, hype. Hype. Bon écoutez, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Insta, sur Feeder Series, sur YouTube, le vlog, regardez le vlog de Dijon Prenois, sur TikTok et sur Blue Sky, merci beaucoup encore, on se dit à très bientôt, peut-être à ce week-end pour un live Freka, F2, F3, je ne sais pas encore, merci beaucoup, à très bientôt, bye bye.